Bonjour à tous, donc Bernadette Julier, je travaille à l'INRAE dans l'unité de recherche prairies et plantes fourragères à Lusignan. Donc je vais vous parler de sélection des légumineuses fourragères et en particulier pour accroître leur rôle agroécologique. Mais évidemment, je parle des légumineuses en relation avec le thème de ces journées sur l'autonomie protéique. La sélection, c'est un levier pour améliorer pas mal de choses, le rendement bien sûr, la qualité, et puis tous les caractères d'adaptation au milieu, aux pratiques de culture, aux usages, et pour maximiser un ensemble de services, donc les services de production dont on parle depuis toujours, mais aussi les services écosystémiques autant que possible, et on en parle de plus en plus, et c'est important. Donc ma présentation sur la sélection des légumineuses, je vais commencer par une rubrique sur quelles espèces et quels critères ou quels nouveaux critères. Ça va reprendre un petit peu ce qui a été dit dans les présentations précédentes. Je vais vous parler de renouvellement des approches de sélection, comment mieux prendre en compte la diversité génétique, comment phénotyper, c'est-à-dire décrire les caractéristiques morphologiques plus facilement, moins cher, et puis comment intégrer la sélection assistée par marqueurs pour aller en fait plus vite vers le développement de variétés. Et puis je finirai par un peu la description des forces en présence, parce que c'est bien d'avoir plein d'idées, mais il faut encore les mettre en œuvre. Alors là, on a déjà un petit peu parlé de tout ça dans les deux présentations précédentes, mais je voulais reprendre un peu quelques éléments. Donc, je n'ai pas repris toutes les espèces pour lesquelles il y a un catalogue de variétés à l'échelle européenne. Là, j'ai repris un certain nombre d'espèces pérennes et d'espèces annuelles. Donc, avec 4 colonnes, le nombre de variétés sur le catalogue français en 2022, le nombre de variétés sur le catalogue européen en 2022, les surfaces de multiplication de semences en France en 2022, et puis les ventes de semences. Donc on voit en fait par exemple des espèces comme la luzerne et le trèfle violet qui sont bien vendues en France, qui sont relativement bien multipliées en France, un peu moins pour le trèfle violet, et puis avec un catalogue de variétés relativement confortable, là aussi un peu moins pour le trèfle violet que pour la luzerne. Dans le cas du trèfle blanc, en fait, on a des ventes de semences assez importantes, surtout que c'est des quintaux, et que le trèfle il est vendu et il est semé à des moindres densités que la luzerne. Par contre, un grand trou dans les surfaces de multiplication de semences en France, seulement 50 hectares. Donc en gros, le trèfle blanc, il n'est pas multiplié en France. Et pourtant, il y a bien des variétés inscrites en France. Voilà. Du fait du développement de cette espèce en France, il y a quand même les sélectionneurs inscrivent des variétés en France, mais elles ne sont pas multipliées en France. Après, on arrive sur deux espèces mineures, le sainfoin, dites mineures, le sainfoin et le lotier. Bon, alors c'est vrai aussi que le sainfoin a des graines un petit peu plus grosses. Donc, il se vend des quantités de semences de sainfoin, pas tout à fait négligeables. Par contre, il y a une seule variété inscrite en France en sainfoin et une seule en lotier. Et puis, un catalogue un peu plus abondant à l'échelle européenne, mais quand même très mineur. Donc voilà ce que c'est que d'être des espèces majeures ou des espèces un peu mineures. Sur les espèces annuelles, alors on est là aussi, on va dire qu'elles sont quand même toutes avec des catalogues variétaux faibles ou très faibles, mais en développement ces dernières années, et on le voit y compris en France. Des surfaces de multiplication un peu significatives en trèfle incarnat en France, et puis par contre des ventes de semences pas négligeables en trèfle incarnat, en trèfle d'Alexandrie. Bon, là aussi, à pondérer que comme ce sont des espèces annuelles, on les recèle tous les ans. Donc ça, voilà. Donc maintenant, je vais passer un petit peu aux critères de sélection. J'essaye de parler un peu de toutes les espèces. Moi, je suis un peu luzerniste, mais quand même, j'essaie de m'intéresser à tout le monde. Alors déjà, la sélection, elle est en général conduite à l'intérieur de différentes classes de matériel, donc différentes classes de dormance pour la luzerne, différentes ploïdies pour le trèfle violet, différentes tailles de folioles pour le trèfle blanc. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des échanges entre ces classes de matériel, mais voilà. Alors évidemment, le rendement fourragé. Et puis, tous ces déterminants indirects, plus ou moins directs, ou plus ou moins indirects. La résistance à l'averse, par exemple, pour la luzerne. Des résistances aux maladies diverses et variées, même s'il n'y a pas tant que ça de problèmes de maladies.
Des questions de compétition avec le régras anglais. Alors ça concerne le trèfle blanc, puisque les inscriptions sont faites en mélange avec du régras anglais. Et puis l'adaptation aux contrats divers, de date de coupe, de stress hydrique, sachant que l'évaluation, là aussi, lors de l'inscription, elle est faite dans un réseau d'essais avec les contraintes qui auront lieu pendant les années d'essai. Alors, le développement d'évaluation de la valeur alimentaire, la teneur en protéines et la teneur en fibres, qui sont désormais faites sur la luzerne et sur le trèfle violet, et qui sont sûrement en attente de développement sur les autres espèces. Il y a parfois eu des dossiers spéciaux pour l'adaptation au pâturage. Alors, il y a assez longtemps maintenant sur la luzerne et un peu moins longtemps sur le trèfle violet. Et puis, sur les espèces annuelles, il y a aussi des développements pour des usages de plantes de service, sur lesquels on attend des services de couverture du sol pour lutter contre les adventices, des services de production de biomasse et de quantité d'azote immobilisé, fixé par la symbiose ou bien capté, absorbé des sols. Donc ça, c'est des usages aussi qui se développent et pour lesquels nos espèces fourragères se révèlent être aussi des espèces plantes de service, en pur ou en association. Alors, on a aussi des nouveaux critères de sélection, et là, il faut aussi relier avec le plan SPAD, le plan Semences et Plans pour une agriculture durable, version numéro 2. Alors, des critères tels que la valeur en mélange d'espèces, donc on y travaille. Donc, le but, c'est de maximiser l'azote fixé. Gaëtan Louarn a bien expliqué hier qu'en mélange, on a finalement plus d'azote fixé un bon nombre de fois qu'en culture pure de légumineuses. Et puis aussi lutter contre les adventices. Vous avez un poster en numéro 17 qui parle un peu de mélange d'espèces. Alors les questions de production de semences, David Bousson en a bien parlé, c'est un peu le parent pauvre des critères de sélection. Pas forcément que ce soit plus compliqué, pas forcément plus difficile, mais simplement quand on travaille sur la production fourragère, on a la fâcheuse tendance de couper les plantes. Une fois qu'on les a coupées, c'est un peu difficile de voir les stades de floraison et de production de semences. Donc ça veut dire en fait, je dis ça en rigolant un peu, mais finalement ça risque de doubler les efforts à conduire en sélection. Donc c'est la raison pour laquelle les sélectionneurs vérifient la valeur en production de semences, mais n'ont pas forcément eu des gros programmes de sélection sur la production, le potentiel de production en semences. Alors donc ce qui émerge, c'est les résistances aux insectes ravageurs des semences, puisque les options prises ces dernières années, enfin je sais pas, ces 20 ou 30 dernières années, c'était de très bien savoir quels sont les insectes ravageurs et savoir comment lutter, mais essentiellement par des luttes chimiques. Donc là, ça ne devient plus tolérable et plus admissible. Et donc il faut trouver des solutions. Je ne dis pas qu'il faut tout traiter avec des résistances génétiques. D'une part parce qu'on a une panoplie d'insectes et qu'on ne sait pas très bien s'il y a des résistances génétiques. Il y a peut-être des pratiques qui vont permettre de lutter contre certains de ces insectes et c'est aussi une très bonne option. Donc ça, c'est quand même un gros chantier à entreprendre, diagnostiquer quels sont les insectes pour lesquels la résistance génétique est indispensable pour arriver à produire des semences. Il y a question de résistance à la sécheresse. Alors, comme je dis, là, pour le moment, c'est un peu au gré des aléas. Il y a des études ailleurs en Europe qui travaillent directement sur la résistance à la sécheresse. Même si la première façon d'être résistant à la sécheresse, c'est de choisir les bonnes espèces. Il y a toutes les questions de valeur alimentaire sur les espèces mineures. Ça ne pose pas de problème méthodologique. On sait faire avec des méthodes chimiques, avec la prédiction dans le prochain infrarouge, mais il faut avoir la motivation et c'est forcément des surcoûts dans les programmes de sélection. Il y a des questions qui émergent de plus en plus sur les composés secondaires. Alors, ce sont les tanins condensés du sainfoin et du lotier, les saponines de la luzerne, qui se révèlent avoir des vertus au moins alimentaires et voire écosystémiques. Et voilà, les usages en mulch vivant. Alors là, on a parlé de plantes de service avec les légumineuses annuelles. Les légumineuses pérennes peuvent être utilisées pour couvrir le sol et
pour lutter contre les adventices en particulier, et venir semer dans ce mulch vivant des cultures de rente, du céréal en particulier, du colza, pourquoi pas, du maïs. Et finalement, tous les ans, la culture de rente est ressemée et le mulch vivant reste là, puisqu'il est vivant. Au passage, ce mulch vivant, il va fixer un peu d'azote. Ce n'est pas forcément l'objectif prioritaire, mais ça sera toujours bienvenu. Et puis, il y a tous les autres services de régulation sur lesquels on est quand même un peu plus démunis. L'accueil de pollinisateurs. Donc, les légumineuses sont plutôt bien placées là-dessus, mais en quoi on s'est sélectionné pour que les variétés accueillent mieux de ces pollinisateurs, ce n'est pas évident. Et puis, des questions de stockage de carbone dans le sol, par exemple. Voilà, donc bien du travail. On a aussi des capacités de renouveler les approches de sélection. Alors, je commence par accroître la diversité génétique utilisée. Moi, je croyais très bien connaître la diversité génétique de la luzerne en particulier, mais d'autres espèces. Récemment, on a eu l'occasion d'étudier pas loin de 400 accessions de luzerne. Alors, je dis accessions, c'était essentiellement des variétés, mais il y avait quelques populations de pays qu'on a génotypées avec un gros ensemble de marqueurs moléculaires. Et ici, ils sont représentés sur une ACP qui essaye de représenter au mieux la diversité. Donc, ces variétés étaient originaires de différents pays du monde. Et en fait, on a eu la surprise de retrouver une structuration qui était très largement géographique. C'est-à-dire que, hormis les variétés, quelques variétés d'origine de la sous-espèce falcata en violet, là en haut, à droite, eh bien, on avait des diversités étonnantes. Alors, toutes les variétés chinoises, en fait, qui sont complètement différentes de tout ce qui est un ensemble d'Europe et d'Amérique. Donc, celles qui sont en verte, là. Donc, les variétés chinoises sont complètement différentes. Et puis, dans l'ensemble Europe-Amérique, en fait, finalement, on a des variétés de France et d'Europe du Nord. Je commence par en haut à gauche, puis je descends. En fait, après, les jaunes, Europe du Sud et de l'Est, en général. Après, on a des variétés qui sont un peu à la fois européennes et américaines, et puis USA seulement, et Amérique du Nord, autre Amérique du Nord. Il y a juste une variété chinoise qui se retrouve dans du matériel proche du matériel américain, donc certainement sélectionné dans du matériel américain. Donc ça, ça veut dire aussi que tous autant qu'ils soient, les sélectionneurs, qu'ils soient européens, américains ou chinois, ils travaillent dans leur pool génétique et ils explorent assez peu le pool génétique des petits amis. Et donc là, peut-être aussi des sources de diversité et de progrès à utiliser. Au passage, on a aussi génotypé avec les mêmes marqueurs du matériel de sélectionneurs européens qui sont codés. Alors, on travaille avec le matériel de 5 sélectionneurs. J'ai repris le cas de 3 d'entre eux. Alors, donc ils sont codés et je ne dis pas que ce matériel-là est représentatif de leur pool de sélection. C'est le matériel qu'ils nous ont confié. Alors, on a le sélectionneur A, à votre gauche, qui manifestement a du matériel européen, du nord, du sud, de l'est, et puis aussi un petit peu de matériel américain, sans aller quand même très très loin dans le matériel pur USA. On a le sélectionneur B au milieu qui nous a fourni du matériel typique France, Europe du Nord. Et puis, on a le sélectionneur D, justement, qui a, lui, du matériel européen large, peut-être aussi un petit peu américain, et puis qui, manifestement, a fait des croisements avec probablement du matériel de type falcata. Voilà, donc ça, c'était un peu amusant aussi. Donc là aussi, sûrement des sources de diversité et sûrement des stratégies que peuvent avoir les sélectionneurs d'aller explorer quand même des sources nouvelles de diversité. Alors, des nouvelles approches de sélection, c'est aussi de renouveler les méthodes de phénotypage, donc ces étapes où on décrit le matériel en cours de sélection. Donc, on utilise beaucoup des mesures manuelles de rendement, bien sûr, de hauteur, qu'on mesure avec des règles ou des ergomètres. Et récemment, on a pu développer des systèmes de mesure du rendement ou de la hauteur par photogrammétrie, c'est-à-dire on prend des images avec une caméra embarquée sur un drone. On prend des photos et puis on traite ces photos et on en détermine des hauteurs
et des rendements. Alors ici, à gauche, représenter les cinétiques de croissance de parcelles de luzerne mesurées manuellement ou avec des images drones, où en fait on a un assez bon suivi, même si on a des images drones qui se retrouvent toujours un peu plus, des plantes plus courtes, enfin, leur hauteur est estimée plus courte, mais bon, les hauteurs se suivent très bien quand même. Et à droite, une relation entre la hauteur du couvert mesurée par le drone et le rendement. Oui, c'était pas cette image que je voulais prendre, mais voilà, c'est dommage. Parce qu'en fait, on a aussi estimé le rendement par le drone et on trouve des mesures remarquablement bonnes, des estimations remarquablement bonnes du rendement fourragé à partir d'images drone. Il y a juste un moment où ça se casse un peu la binette et ce graphique le représente bien. Ce sont des situations, les parcelles sont versées. Et là, donc ce sont les points bleus sur la droite. Et là, en fait, le drone, il estime la vraie hauteur du couvert, mais comme les plantes ont versé, la hauteur n'est pas très bonne, alors que la biomasse s'est accumulée, donc le rendement, pourtant, est là. Donc voilà. Donc, un intérêt quand même pour ces imageries par drone, parce que ça permet de faire des mesures non destructives au cours de la végétation avec une pénibilité bien moindre que celle de se pencher ou de récolter. Voilà, donc certainement des choses à utiliser en sélection à l'avenir. On a aussi tout le pan de sélection assistée par marqueur. Alors je vais essayer de faire quand même un peu simple. Donc avec la génétique d'association dans laquelle on cherche des marqueurs liés à des caractères. Donc ici par exemple j'ai représenté de façon simplissime 6 génotypes qui auraient sur un petit tronçon d'ADN. Donc ils ont des nucléotides et on voit que les plantes qui portent le A là, au site entouré en rouge, eh bien, en moyenne, elles sont plus courtes que les plantes qui portent un G à ce même endroit. Et du coup, on associe ce marqueur, ce SNP, à la hauteur des plantes. Et donc, à l'avenir, si on veut des plantes hautes, on va sélectionner les plantes qui portent le nucléotide G à cet endroit. Donc, le principe est assez simple. Il n'y a plus qu'à trouver les nucléotides qui expliquent les variations pour des caractères phénotypiques. Et puis après, on a la prédiction génomique qui va permettre de faire de la sélection génomique, qui consiste à prédire des caractères à partir d'un grand nombre de marqueurs. Et donc là, à partir d'une population en sélection, on va génotyper, phénotyper tout un ensemble d'individus. On va faire un modèle de prédiction, donc c'est un modèle statistique en fonction, on va prédire par exemple le rendement en fonction de tout un tas de marqueurs. Et puis donc avec ce modèle, on va le garder. D'un autre côté, le sélectionneur va poursuivre la réalisation de croisements. Il a des candidats à la sélection qu'il va génotyper et il va appliquer avec les données de génotypage ce modèle de prédiction et il va en décrire la valeur attendue des plantes qu'il n'aura que génotypées et il va choisir les plantes qu'il veut faire suivre en sélection. Et donc, en fait, au lieu de passer un certain nombre d'années en pépinière et en tests sur descendance dans des parcelles, eh bien, il va passer quelques mois à faire du génotypage et puis à trier dans son fichier de prédiction du phénotype les meilleures plantes qu'il veut continuer à étudier. Donc, un gain de temps et un gain d'efficacité attendu. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Là, j'ai pris des exemples sur la luzerne. Ici, est représentée pour la teneur en protéines mesurée une année dans un lieu, pour un ensemble de marqueurs représentés en abscisse le long des chromosomes, eh bien on voit en haut quelques points qui sont au-dessus de la ligne, et donc ce sont ces marqueurs-là qui sont liés au caractère teneur en protéines, voilà, dans cet ensemble de génotypes. Et quand on prend le cas d'un marqueur en particulier, eh bien, on voit une relation, et donc plus le marqueur est fréquent, on est sur de la luzerne avec des variétés ici, plus le marqueur est fréquent, plus en moyenne la teneur en protéines est élevée. Donc voilà, ça donne une piste de sélection. En sélection génomique, on a aussi fait des tests, et dans ce cas-là, on mesure l'efficacité potentielle par la capacité prédictive, qui est une corrélation entre les valeurs phénotypiques et les valeurs prédites par l'équation. Et là, on obtient des valeurs que, en fait, on n'a pas vues jusque-là chez les collègues
nos homologues, on a des capacités prédictives au-delà de 50% et jusqu'à 65% pour les teneurs en protéines. Alors voilà, on est assez content de ces résultats qui proviennent certainement du fait qu'on a étudié un grand nombre de populations et qu'on a aussi on avait un réseau d'essais sur 2 lieux qu'on a étudié pendant 3 ans, donc un jeu de données très, très solide en fait. Et beaucoup de marqueurs aussi, qui couvrent vraiment tout le génome. Avec ça, on a pu s'amuser, alors je vais vous épargner quand même toutes les formules, mais comparer le gain génétique qu'on peut attendre en sélection génomique comparé à une sélection phénotypique. Et donc, ce gain dépend de l'intensité de sélection, de l'héritabilité des caractères et de la variabilité, évidemment, pour le caractère, et en sélection génomique, de la corrélation entre le rendement estimé et le rendement mesuré. Et ici, pour toujours nos 3 caractères, rendement, teneur en ADF et teneur en protéines, pour lesquels on avait des héritabilités qui ne sont pas énormes, sont significatives mais pas énormes, donc on n'est pas dans des cas faciles. On a un écart type phénotypique qui existe, voilà. Et on a donc nos capacités prédictives que j'ai montrées tout à l'heure. Et finalement, quand on compare les gains génétiques en sélection phénotypique, donc l'avant-dernière colonne, avec les gains génétiques en sélection génomique, on a grosso modo un facteur x6. Donc c'est assez colossal, donc on espère un progrès génétique 6 fois plus important par an. Et une bonne partie de ce progrès, enfin de ce gain, il est lié au raccourcissement du temps de sélection, finalement. Puisqu'on prédit les caractères, donc on ne les prédit pas à 100%, on les prédit à 50, 60% ou 65%, mais on les prédit en quelques mois, finalement, au lieu de un sacré nombre d'années. Voilà. Alors, on a aussi le cas de ces espèces mineures, où tout le monde veut des variétés, mais finalement, il n'y a pas de filière, il n'y a pas de valeur économique à ces marchés. Enfin, tout le monde veut des variétés. Quelques agriculteurs veulent des variétés, ils ont raison, ça va aussi dans l'optique de diversification de l'agriculture. Alors, moi, je me suis inspirée un peu de ce que je vois, ce qui se fait sur des espèces, des plantes aromatiques médicinales, où il y a encore beaucoup plus d'espèces que sur nos plantes fourragères. Et ben, ils font un peu des sélections, que je dirais des sélections éclairs. En fait, ils identifient des caractères, et on pourrait le faire sur nos espèces mineures, identifier des caractères qui verrouillent le développement des cultures, par exemple la production de semences du sainfoin, et puis faire une sélection sur ceux ou ces caractères, quelques caractères. Ça n'empêche pas d'utiliser des outils modernes de sélection, par exemple d'écrire la diversité avec des marqueurs, c'est relativement facile. Et aussi utiliser des transferts de connaissances entre espèces, parce que si on a bien avancé sur certaines espèces, on peut certainement transférer à d'autres espèces. Alors, quelles sont les forces en présence ? Je suis un peu longue. On a la recherche publique. Alors, en général, en Europe, finalement, on a de la recherche publique sur l'espèce majoritaire dans le pays en question. La luzerne en France, en Italie, en Serbie, le trèfle violet en Belgique et en Suisse, le trèfle blanc en Grande-Bretagne. On a des caractères variés qui sont pris en compte, y compris la valeur en association, la valeur alimentaire, la production de semences. Et puis on a des développements de méthodologies de génotypage et des données de séquences du génome et de données de génotypage sur toutes les poules de diversité. On a de la recherche privée, évidemment. On a une efficacité, là je voulais l'illustrer sur la luzerne, parce que souvent on entend dire qu'il n'y a pas de progrès génétique. Eh bien, si, il y a du progrès génétique. Là, j'ai repris tout bêtement, je dirais, et merci tous ceux qui calculent les données Herbebook. J'ai repris les données Herbebook et j'ai tracé les évolutions de rendement et de teneur en protéines au fil des années. Alors, c'est un peu tronqué parce qu'en fait, il y a des variétés anciennes qui peuvent être rayées de l'inscription. Mais bon, globalement, on a bien un petit progrès en rendement notable, et puis sans détérioration, et plutôt un progrès en teneur en protéines. S'il n'y avait pas d'effort sur les 2 caractères à la fois, si on avait une augmentation en rendement, on aurait une diminution de la teneur en protéines. Donc il y a bien un travail efficace des sélectionneurs là-dessus.
Et puis, recherche publique et recherche privée travaillent souvent en collaboration. Alors, par exemple, entre la CVF, donc l'Association des créateurs de variétés françaises, et l'INRAE, et d'autres organismes soutenus par le CASDAR très souvent. On a eu le projet européen ECLEG, que j'ai eu le bonheur de coordonner, qui s'est achevé en 2021, sur lequel, concernant les fourragères, on a travaillé sur la luzerne et le trèfle violet. Et on a vraiment, donc certains des résultats que je vous ai montrés en venaient, beaucoup travaillé sur les ressources génétiques, sur le génotypage, sur la génétique d'association et de la sélection génomique, et beaucoup de formation et de statistiques. Et puis un nouveau projet européen qui va commencer cette année, toujours sur la sélection des légumineuses, et toujours je le coordonne. Et cette fois, on travaille sur 7 espèces fourragères, ainsi que 7 espèces de légumineuses à graines. Et on va essayer de faire des preuves de concept en sélection, y compris avec de la sélection assistée par marqueur. Après, je pose la question, est-ce que finalement la sélection des espèces mineures, par qui elle doit être conduite? Est-ce qu'elle ne devrait pas être conduite par des organismes publics? Question gratuite. Donc voilà, en conclusion, voilà, tout le monde est assez d'accord pour dire qu'il faut un accroissement des surfaces de légumineuses pour produire des fourrages, pour produire des protéines, pour introduire de l'azote issu de la fixation symbiotique dans les systèmes agricoles et pour contribuer à la diversification des espèces. La sélection, c'est un levier. Il y a des nouvelles contraintes et des nouveaux usages. Et donc, on a besoin de plus d'espèces, on a besoin de plus de critères de sélection. Donc, c'est pas plus simple. On a néanmoins de nouvelles méthodes de phénotypage et de marqueurs et des capacités de recherche publique, privée et en partenariat. Voilà, je vous remercie et je remercie ici les contributeurs directs. Donc, merci Bernadette. Donc on a un petit peu débordé sur l'horaire, mais on va quand même prendre quelques petites questions ou commentaires s'il y a. Désolé Bernadette, c'est pas un tacle, mais c'est une question par rapport à la dernière remarque sur prise en charge par le public de sélection sur des espèces mineures. Je n'ai pas un historique de X années dans les semences, mais il me semble qu'à une époque, l'INRA avait une sélection à germplasm en termes de trèfle violet qui était plutôt intéressante et ça a été laissé tomber, quoi. C'est un peu dommage parce qu'il y avait des variétés qui étaient avec un germplasm sympathique. Et oui, je n'étais que spectatrice du désastre, ouais. Je peux me permettre. Non, mais parce que si ça a été abandonné sur une espèce majeure, oui, à moins qu'il y ait des politiques qui changent, mais de revenir sur les espèces mineures. Alors, oui, voilà, alors, la situation actuelle sur les fourragères, c'est que finalement, quand il y a des sélectionneurs privés qui travaillent bien, il n'y a pas de raison que la recherche publique aille jusqu'à la sélection. Par contre, qu'elle travaille en amont, y compris avec les sélectionneurs, c'est certainement assez vertueux. Voilà. Donc sur le trèfle violet, la recherche publique, elle ne travaille pas beaucoup en France, mais il y a d'autres recherches publiques qui travaillent ailleurs, donc je crois qu'il faut aussi se serrer les coudes. Sur des espèces plus mineures, c'est là où je voulais parler peut-être d'autres espèces. Effectivement, c'est pas à l'ordre du jour. Maintenant, si vraiment il faut des variétés dans ces espèces mineures, bon, c'est pas le tout d'ailleurs de créer des variétés. Après, il faut que toute la chaîne, ça a bien été montré, il faut que toute la chaîne suive. C'est pas des espèces qui vont être forcément très très rentables sur la production de semences et compagnie. Voilà, donc ça peut être la recherche publique, ça peut être la recherche privée, ça peut être en partenariat, ça peut être un institut technique, ça peut être voilà, mais c'est sûr que ce ne sont pas des activités dont le bénéfice strict est énorme. Ça peut être un bénéfice d'être capable d'avoir dans son catalogue une variété de sainfoin, de lotier, etc. Mais c'est presque plutôt un bénéfice stratégique presque que économique. Voilà. Une autre question? Oui, merci Bernadette. Je ne suis pas expert du sujet, je voulais juste savoir, pour les nouvelles méthodes que tu évoques, le phénotypage au débit ou les marqueurs moléculaires,
dans quelle mesure c'est déjà transféré aux entreprises privées, et du coup, dans quelle mesure ça aura un effet, j'allais dire, assez court terme pour accroître la vitesse de sélection? On va dire que ça frémit avant de bouillonner, en fait. On en est à la phase de... ça chauffe. Non, les entreprises sont très intéressées. Du coup, dans le projet européen, le nouveau projet européen Bélis, hein, il y aura effectivement des preuves de concept dans lesquelles ces outils de sélection vont être testés dans des vrais schémas de sélection de sélectionneurs. Donc les entreprises de sélection sont partenaires et ça va leur permettre de prouver. En fait, nous, notre travail, ça a été potentiellement, ça marche. Maintenant, est-ce que, en vrai, sur un vrai schéma de sélection, ça marche aussi en particulier parce que, pourquoi il y a besoin de le prouver? Parce que la diversité génétique est forcément plus étroite dans un schéma de sélection que quand on collecte 400 populations de par le monde. Parce que du coup, du fait de cette diversité plus étroite, il faut vraiment prouver que ça fonctionne. Mais je dirais qu'il n'y a pas trop de raisons parce qu'on a aussi fait des tests en faisant des sous-ensembles de populations et ça continue à marcher. Il y a aussi toute la preuve de concept au sens d'organisation et d'économie finalement. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est gérable? Parce que ça fait changer un petit peu de métier finalement. Il faut aussi... un truc tout bête, hein, c'est que quand on passe un drone sur des parcelles, on sait faire des mesures avec un ergomètre ou une règle et passer la NRUP, ça on sait faire. On dit maintenant, c'est tout simple, vous allez conduire le drone, enfin piloter le drone, avoir des saisies d'images, avoir des gros fichiers et faire une analyse d'images pour en déterminer des mesures. Ok, c'est moins pénible, enfin c'est pas tout à fait le même métier. Donc il y a tout plein de choses quand même à transférer avant de le faire de façon opérationnelle. Voilà. Merci, et on va prendre une toute dernière question. Alors moi j'avais une question, c'est une double question, il y a une qui vient de moi et une qui vient des groupes d'éleveurs avec qui je travaille. Si je leur dis si je peux la poser, je la poserai. C'est sur les critères de sélection. Moi sur les légumineuses aujourd'hui, est-ce qu'on connaît au niveau des contraintes aujourd'hui, est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits sur notamment des conditions de phosphore limitant, et parce que c'est des conditions qu'on connaît aussi en agriculture. Et l'autre question qui vient des éleveurs, c'est est-ce qu'aujourd'hui on observe aussi la pérennité des espèces, notamment sur la luzerne? Oui, alors je vais commencer par la pérennité, c'est plus facile. Alors, qu'est-ce qui est fait sur la pérennité? La quasi-totalité des sélections sont faites sur 3 ans. Donc c'est pas énorme, mais c'est quand même pas rien. Récemment, il y a quelques années, ce qui a été fait au CTPS, c'était de donner un poids plus important au rendement de 3e année qu'au rendement de 2e année. Donc ça veut dire que voilà, c'est un bonus en disant que les variétés qui arrivent à avoir un meilleur rendement de 3e année, elles sont certainement un peu plus pérennes. Donc si on va garder la parcelle 4-5 ans, elles sont plutôt mieux parties. Pour le phosphore, c'est une bonne question. Dans le projet ECLEG, il y a eu une tentative d'étude par une équipe britannique qui n'a pas bien marché. Il y avait aussi une étude en Chine, mais je n'ai pas vraiment vu les résultats. C'est pas facile à étudier en fait. Et c'est vrai que ces légumineuses, elles sont assez gourmandes en phosphore. Donc ça serait bien de s'y atteler. Donc là aussi, il n'y a pas que de la génétique, hein, il y a aussi quand même tous les systèmes de culture, de déperdition qui a encore un cycle qui boucle pas très bien. Mais là, j'ai pas trop de réponses. Non. C'est pas travaillé en fait actuellement. Mais on sait même, en méthodologie, c'est pas facile. Et après, je sais même pas s'il y a une diversité génétique là-dessus. Merci. Donc on va terminer là pour cette première session de la journée.